Bonjour, vous êtes sur Fauteuil Pop, c'est Loulou pour vous parler rapidement de deux pépites qui sentent bon les fêtes de fin d'année. Ah, Noël, cette fête familiale qui permet des retrouvailles intergénérationnelles et de grands moments de cohésion qui font du bien. Mais c'est aussi une période où on peut retomber en enfance en s'amusant comme un gosse turbulent, mais ingénieux devant des couleurs éclatantes en se gavant de friandises. Pour vivre pleinement cette période, je vous propose un double programme. Disclaimer à l'intention de ceux qui se sont perdus sur ce podcast. Ici, je divulgage beaucoup à leur regard aux spoilers. Pour commencer, parlons de La vie est belle de Frank Capra, sorti en 1946 avec James Stewart, Donna Reed, Gloria Grahame, Thomas Mitchell et Henry Travers. Un soir de Noël, un homme déprimé décide de se jeter dans la rivière après avoir perdu une grosse somme d'argent. Un ange va l'aider à réévaluer son existence en lui montrant ce qu'il serait advenu de son environnement s'il n'avait pas existé. La vie est belle, c'est le film dont on a besoin pour terminer l'année dans la quiétude des longues soirées d'hiver, caché sous la couette, un chocolat chaud à la main. Loin des guimauves télévisuels qu'on se tartine tous les ans sur M6 ou TF1, là, c'est le conte de Noël, par excellence, mais c'est aussi bien plus. C'est une ode à l'humanité, à la vie qui vaut d'être vécue, et au miracle de l'existence qui permet de surmonter toutes les peines et souffrances. Déjà, en 1939, M. Smith au Sénat exposait l'idéalisme le plus vertueux face aux manigances et au cynisme des dirigeants. Pour Frank Capra, avec La vie est belle, il s'agit de faire preuve de candeur et d'humanisme. Le réalisateur avait vécu la Seconde Guerre mondiale en réalisant des films de propagande dont Pourquoi nous combattons. Il était venu pour lui le moment de la reconstruction. Le film commence par nous conter l'histoire de George Bailey, un héros du quotidien, un homme ordinaire, joué par James Stewart. Véritable idéaliste, il a plusieurs fois abandonné ses rêves afin d'œuvrer pour le bien commun. Il a d'abord sauvé son cadet d'une noyade dans l'eau glacée d'un lac gelé. Il a ensuite évité au pharmacien qui l'employait, enfant, de causer un empoisonnement par négligence. Tout de suite, la caméra très statique de Capra capte les bonnes actions du héros, avec une simplicité des cadres, du découpage et de la mise en scène. Tout cela en ferait oublier la puissance évocatrice de chaque action. La scène avec le pharmacien est déchirante, tant elle semble être prise sur le vif. Le vieil homme frappe l'enfant qui l'accuse de fainéantise avant de se rattraper en comprenant son erreur. George Bailey n'est pas un self-made man au succès fulgurant, c'est un common man, un homme moyen, handicapé, il est sourd d'une oreille après avoir sauvé son cadet de la noyade. Adulte, il doit abandonner ses rêves de voyage et de grands projets d'entrepreneur pour sauver l'entreprise familiale de la faillite. C'est un loser magnifique, contraint de remettre à plus tard ses rêves de réussite. Il est en colère de constater qu'on veut faire de lui un mari aimant et un notable de ville de province, mais finalement il refuse l'individualisme lorsque M. Potter, le capitaliste véreux du coin, lui propose une forme de pacte faustien. La maison qu'il choisisse comme domicile, lui et sa femme, est en ruine. Chaque situation initiale pour Bailey n'est pas encourageante. Pourtant, il prend toujours son rôle à cœur et prend à bras-le-corps les problématiques pour les solutionner. En acceptant pleinement son rôle de Monsieur Tout-le-Monde, Bailey fait face aux désillusions. Comme Monsieur Scrooge, chez Dickens, le héros doit apprendre à accepter son existence. Il doit contourner les frustrations et retirer des différentes épreuves des enseignements pour constater ses propres triomphes. Clarence, le séraphin, décide de lui montrer ce qu'aurait été l'existence de ses proches s'ils n'avaient pas existé. George arrive dans la réalité alternative comme on arrive en enfer, à l'instar de Marty McFly quand il arrive dans un 1985 alternatif, au milieu de Retour vers le futur 2, réalité alternative où son père, George McFly, est décédé. Tiens, ici on retrouve un prénom identique. George, il semblerait que cela soit un clin d'œil de Robert Zemeckis à Frank Capra. Cette dimension parallèle, c'est en quelque sorte le négatif total de l'existence du héros. Tout le monde est méchant, malfaisant et malheureux. Plusieurs êtres chers sont morts ou en mauvaise posture.
George semble regarder dans un miroir où tout est à l'envers. Rendu fou, le personnage de James Stewart supplie les forces divines de le rendre à sa réalité. Exaucé comme un enfant fou de joie, il retourne à son existence. Il est difficile ici de ne pas pleurer en voyant cet homme fragile redécouvrir chaque petit détail comme autant de planches de salut. La plus belle étant ce moment de cohésion où, accompagné de sa famille et ses amis, il chante des chants de Noël avec la joie de l'innocence. La musique composée par Dimitri Tiomkin est construite avec panache. Le compositeur a une approche orchestrale et folklorique qu'on retrouvera par exemple dans la bande originale de la chute de l'Empire romain. Il utilise des musiques et des chansons traditionnelles comme Buffalo Girls pour illustrer l'histoire d'amour entre George et sa femme. La chanson est chantée par les personnages principaux et l'air est régulièrement utilisé comme un leitmotiv durant le récit. Twinkle Twinkle Little Star illustre le lien de George avec l'ange. La musique en fait des caisses dans une tradition de Noël très anglo-saxonne et protestante. Capra livre ici sa vision de l'Amérique, des petites villes de province, de ses populations courageuses, guidées par des rêves de réussite et d'émancipation. De la mise en scène à la musique en passant par le scénario, tout est fait pour rappeler des origines modestes et un esprit de boy scout de bon samaritain. Malgré toutes ces belles qualités, le film ne va pas rencontrer tout de suite son public. Le chef-d'œuvre de Frank Capra sera boudé en salle avant d'être redécouvert aux États-Unis à partir des années 1970. Le cinéma du monsieur va influencer des artistes comme Robert Zemeckis, Sylvester Stallone, Brian De Palma ou encore la mégastar indienne Shah Rukh Khan. La vie est belle va influencer des tonnes d'œuvres comme Maman j'ai raté l'avion. Il apparaît dans plusieurs films de Noël comme un film que regardent les personnages à la télévision. Il a aussi inspiré de nombreux artistes comme Chris Columbus, John Hughes, Shane Black, Richard Donner et Joel Silver. Ainsi, son héros, à qui rien ne semble réussir, est devenu un trope culturel, un archétype, celui du héros bienveillant à qui la vie ne fait pas beaucoup de cadeaux. D'ailleurs, il s'agit maintenant d'évoquer un film qui est la réponse grinçante et cocasse au classique de Capra, Gremlins, réalisé par Joe Dante, sorti en 1984 avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Dick Miller et Corey Feldman. Ce film nous raconte comment un homme offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. L'œuvre est la collaboration entre trois grands artistes, Steven Spielberg à la production, Joe Dante à la réalisation et Chris Columbus au scénario. Le film a amené, avec Indiana Jones et le Temple maudit, le cinéma états-unien à imaginer le PG-13, la fameuse mention interdit aux moins de 13 ans. Il fait partie du sous-genre de la féerie banlieusarde qui se concentre sur l'apparition du fantastique et du merveilleux dans le quotidien des États-Uniens moyens et souvent adolescents habitant des banlieues pavillonnaires. Rencontre du troisième type, E.T. Poltergeist, la trilogie Retour vers le futur ou encore Bigfoot et les Anderson sont des représentants du genre. En m'écoutant énumérer ces quelques titres, vous avez peut-être remarqué que tous ces films ont quelque chose à voir, de près ou de loin, avec Steven Spielberg. D'ailleurs, Gremlins est le second film produit par la boîte de production Amblin, après E.T. l'extraterrestre. Le réalisateur des Dents de la Mer imprime ici sa personnalité à travers une vision des États-Unis qui semble appartenir à un autre temps. Dans son film de requin, déjà, l'île fictive d'Amity avait une allure de vitrine parfaite à la Frank Capra. Les productions Amblin vont à loisir exploiter cette image d'Épinal, fait d'allées parfaitement organisées et de petites clôtures peintes encadrant des jardins et des maisons qu'on dirait faites pour des poupées. Chris Columbus, en bon artisan, réinjecte ici ses maraudes comme les enfants en héros débrouillards, mais aussi une foule de personnages de tout âge attachants. Il faut se souvenir des galeries de persos dans des films comme Les Goonies, Le secret de la pyramide
ou des réalisations signées par le monsieur, comme les 2 premiers Harry Potter. Joe Dante, à la réalisation, s'attaque à la société américaine dans ce qu'elle a de plus innocente et en même temps bouffie de consumérisme. Le film a cette allure visuelle de grosse pâtisserie gorgée de sucre. Gremlins est similaire dans son imagerie à d'autres films de l'époque. Déjà, c'est dans les années 80-90 que va se déployer le genre du film de Noël. Mais c'est aussi à l'époque que plusieurs autres longs métrages vont proposer la confrontation entre des clichés américains et leur antithèse délirante. En vrac, je pense à The Blob, Monster Squad, La Nuit des Sangsues, Le Retour des Morts-Vivants 2, les 2 premiers Critters ou Vampire, vous avez dit Vampire. À chaque fois, le calme de la petite ville américaine est troublé par des menaces du style extraterrestres belliqueux, monstres de la Universal ou des zombies. Dans Gremlins, la ville est comme endormie sous le manteau blanc de la neige et les décorations de Noël offrent un sublime panel de couleurs dignes d'un panier de friandises. Mais sous l'apparente gentillesse et douceur du cadre se cache une menace qui va faire voler en éclats ce tableau idyllique, car c'est un film pour enfants qui dissimule un film d'horreur et de monstres. Faut savoir que dans les premières versions du scénario, les choses étaient beaucoup plus explicites et violentes. Je tiens à le rappeler, le film a été produit en même temps que le second Indiana Jones, qui allait 100 fois plus dans la noirceur, dans la violence, dans un aspect beaucoup plus sombre d'une autre franchise célèbre. Et effectivement, ici, il y a plusieurs fulgurances horrifiques, voire gore. Les Gremlins sont de véritables créatures monstrueuses, comme un Godzilla. Leur allure évoque quelque chose en contraste avec la bonne société occidentale, mais surtout, ils provoquent le chaos, la dévastation comme une menace de film d'horreur. Ils sont la réponse à la bonne morale et à un esprit de Noël dominant. L'horreur est très présente dans une séquence, par exemple, d'attaque dans une salle de classe, avec des jeux sur la lumière et le hors-champ. La séquence où la mère se fait attaquer dans sa cuisine peut nous rappeler des slashers ou des survival horror, avec différentes actions dans le cadre pour jouer sur le suspense, à l'instar d'un Halloween ou d'un Psychose. On a affaire ici à une pure séquence de survie. La mère, qui doit se défendre, attaque au couteau un monstre, en balance un dans un micro-ondes pour le faire exploser, ou en jette un dans un mixeur. La cuisine ne sert plus à préparer de bons plats de Noël pour la mère de famille, mais à dézinguer des monstres. Le meurtre d'une vieille femme méchante convoque les Looney Tunes. C'est une formule proche de la série B. Joe Dante vient de l'école Roger Corman. La série B, c'est un type de long métrage de genre fait avec des moyens moindres que les grosses productions, mais avec de l'inventivité et un sens de l'efficacité. Comme chez John Carpenter, l'idée est simple, et comme dirait l'autre, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Les Gremlins sont une pure création de la culture populaire du XXe siècle. Culture populaire de surcroît anglo-saxonne. Les petits monstres aux allures de diabolotins ou de lutins ont été imaginés pour expliquer les défaillances dans plusieurs véhicules et machines. Roald Dahl, l'auteur derrière Charlie et les chocolateries, va en tirer un ouvrage intitulé The Gremlins, écrit en 1942. Le film de Joe Dante n'en est pas une adaptation, mais s'inscrit dans un même sillon culturel. Dans le film, les origines des créatures ne sont pas développées. Le but étant de travailler l'imagination, comme avec un Michael Myers en représentation du mal absolu, un requin mangeur d'hommes en représentation d'une nature toute puissante, ou un extraterrestre inoffensif qui vient tenir compagnie à un enfant esseulé. Toutefois, le personnage conspirationniste de Dick Miller, un habitué des productions de Roger Corman, fait référence à la vieille légende urbaine sur l'existence de petites créatures causant des pannes de voitures, d'avions ou de machines d'usine. Mais il s'agit là d'une satire de l'américain moyen nourri de clichés, de racisme et de ressentiment. Gremlins est également construit sur une unité de temps et de lieu, permettant de concentrer les personnages, leurs actions et les enjeux dans un théâtre d'action resserré. Le réalisateur a beaucoup de liberté créative pour pouvoir
Imaginez toute une folie qui nous rapproche donc de cartoon à la Tex Avery. Il y a également plusieurs défis techniques dans la création des créatures, puisqu'on a de l'animatronique, des poupées, des ombres portées, ou encore de la stop motion, donc de l'animation image par image. Chris Wallace, qui s'était occupé des effets spéciaux sur La Mouche 1 et 2, Le Dragon du Lac de Feu, Le Retour du Jedi, ou qui fera quelques années plus tard ceux d'Arachnophobie, donne ici tout ce qu'il peut pour pouvoir donner corps et vie aux créatures monstrueuses. Et il y a une séquence dans le film qui sert justement à mettre en avant ce travail des techniciens d'effets spéciaux. C'est la fameuse séquence du bar. Elle est juste là pour donner vie aux Gremlins à travers l'ensemble des techniques que je citais tout à l'heure. Elle n'a donc aucune utilité scénaristique et narrative. Mais c'est juste une hallucination, une digression vers l'absurde, vers le fantastique, vers une vision féerique, rêvée, cauchemardesque. La musique de Jerry Goldsmith est géniale, elle est à la fois féerique et carnavalesque. Le but de tous ces éléments qui constituent le film est de subvertir le conte de Noël, et à travers lui, l'image de la bonne société états-unienne. Un personnage qui aurait eu sa place dans le Monsieur Scrooge de Dickens n'a pas le temps de se repentir, il est tué par des monstres qui se font passer pour des enfants qui chantent des cantiques. Il n'y a pas de célébration du capitalisme et de la réussite, mais on met en avant un sentiment de peur et de défaite, en évoquant notamment la lutte contre la Russie, parce que les années 80, c'est à la fois les mandats de Ronald Reagan, mais aussi de George Bush père. Donc c'est vraiment une période où se relance la guerre froide. Mais il y a aussi tout un discours sur le matériel de l'étranger, qui serait trop souvent en panne et qui viserait justement à affaiblir le bon américain. Ça, c'est un discours qu'on retrouve régulièrement dans la bouche du personnage de Dick Miller, qui est donc un personnage totalement outrancé, un personnage ouvertement parodique. Dans le film, on critique le consumérisme poussé à l'extrême durant les fêtes de Noël. Les Gremlins sont des créatures qui deviennent monstrueuses à cause de leur appétit. Les héros face à eux sont des gens ordinaires, des losers qui n'ont pas réussi. Le père est un inventeur raté, le fils un employé de banque minable, qui se rêve en dessinateur de génie. Les personnages héroïques sont ici maltraités par des banquiers. On a donc, en quelque sorte, un retour du héros à la Frank Capra. La naïveté du réalisateur italo-américain est opposée au cynisme des années 80, qui se symbolise dans un certain nombre de problèmes économiques et de personnages corrompus. Billy Petzer, le héros, se fait maltraiter, mépriser, intimider, moquer, avant de se révéler en affrontant les Gremlins et en sauvant sa ville de l'apocalypse. Le film est une production Steven Spielberg, je le disais au début. Mais saviez-vous que le décor qui est utilisé pour le centre-ville de Kingston Falls sera à nouveau utilisé pour devenir celui de Hill Valley dans les Retours vers le futur? C'est un détail, mais celui-ci appuie un peu plus ma sensation que Gremlins est une réponse narquoise à La vie est belle de Frank Capra. La famille Pelzer, c'est une famille semblable à celle de George et Marty McFly, donc similaire à celle de George Bailey. Une famille d'Américains moyens écrasés sous les problèmes, les dysfonctionnements et le cynisme environnant. Noël et l'irruption des Gremlins, dont du merveilleux, va leur permettre de montrer leur valeur, tout en permettant de les secouer tellement fort qu'ils vont être transformés à l'image de la mère de famille qui voit son environnement domestique transformé en séquence d'horreur. Le film va avoir une suite, Gremlins 2, et va inspirer beaucoup d'autres choses comme Critters 1 et 2, Mars Attack, Small Soldier, les Transformers de Michael Bay et Krampus. Dans le film original, sa suite et les films qu'il a inspirés, on retrouve la même tentative de venir dynamiter la culture bien pensante des scouts en l'exposant à des monstruosités, à des créatures qui défient l'idée même d'ordre et de normes, en permettant d'écorner une représentation de l'Américain idéalisé. Voilà, avec ce double programme, vous pourrez passer les fêtes de fin d'année en plein contraste culturel. D'un côté, vous avez une comédie dramatique, classique,
dont jaillit un esprit fédérateur et solaire, de l'autre vous avez une farce. Je dirais même plus un cartoon qui va à 100 à l'heure, en prenant la peine au passage d'exploser les normes, les images polissées, et de vous mettre la banane. Dites-moi ce que vous avez pensé des 2 films. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour le faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ZGen Génération Connectée et ou à la page Facebook et Instagram de Kamapop. Je tiens à remercier l'association ZGen qui permet que ce programme sorte. Pour que le malheur succombe, n'oubliez pas de manger vos 5 objets culturels par jour. Bisous de nous, à l'année prochaine pour de nouvelles pépites, navets et digressions en tout genre. Et surtout, joyeuses fêtes cathartiques aux fous de culture que nous sommes. À la prochaine.